O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal du hockey de ce mercredi 17 septembre. Laurent Perroton, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Sans être supporter lausannois, ou genevois, ou fribourgeois, ou jurassien, ou biennois, on ne peut qu'être choqué par ce qui s'est passé hier soir à la Vaudoise Arena. On va revenir en arrière, mais c'est vrai que franchement, à un moment donné, j'ai trouvé ça malaisant. Alors c'est très cool hein, quand vous êtes supporter du Lausanne Hockey Club, mais moi j'ai trouvé ça malaisant parce que dans l'analyse et dans ce qu'on avait mis en place, un plateau sur place, c'est très compliqué. Les techniciens avaient fait un gros job pendant des semaines. On était à côté du COP, on s'entendait comme s'il y avait personne dans la patinoire, donc c'était exceptionnel au niveau du son. Du coup, on n'avait pas besoin de crier au micro, etc., etc. Donc c'était beaucoup plus audible pour les téléspectateurs. Et puis finalement, on commence ce match, Lausanne commence très bien, il y a 1-0 mérité, et puis pendant 6-7 minutes, on commence à voir le pressing, le management du puck, on se dit, bon, peut-être que d'un coup il peut y avoir une égalisation, et puis voir un vrai match où on va pouvoir analyser tactiquement certaines choses. Et là, il y a une vilaine pénalité en zone offensive de Miranda, il y a une pénalité complètement stupide de Bernie, qui amène un 5 contre 3 pour Lausanne Hockey Club, 2-0. Bon, on se dit, bah voilà, mauvais tiers, score logique sur l'entame du match et sur l'indiscipline individuelle. Et là, deuxième tiers, trou noir. Ça commence par un engagement, après ça se complique sur des erreurs individuelles, des pertes de puck, des turnovers. Le goal sur la passe de Ria de Rochette en breakaway est magnifique en box-play. Mais que fait Pouliot avec le puck? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout est éteint. Et chaque fois, il y avait un goal de plus. Et finalement, nous, on avait des invités. Et puis on n'a pas trop parlé du match finalement parce que les images déjà vous savez que c'est assez court hein, on a le droit à 3 ou 4 séquences lorsque vous avez 6 goals à analyser ou 8 goals à analyser c'est impossible. Donc ouais, c'était vraiment incroyable et puis en fait quand je suis sorti on s'est dit, j'y étais, mais j'ai plein d'exemples concrets à vous donner. Premier exemple, je reçois un message fin du match d'un journaliste de notre chaîne qui est en vacances à l'étranger et qui dit ouais, est-ce que tu peux donner les scores? Il doit y avoir une erreur sur le site de la ligue. Deuxième chose, ce matin, j'ai été à la Vaudoise à 7h jusqu'à environ 10h et puis après j'ai été chercher le dernier au hockey qui est dans le canton de Genève, qui s'entraînait. Et en fait, j'ai été dans les deux cantons. Mais les gens, ils parlent que de ça. Hein. C'est malade. Alors, attention. Même ceux qui ne s'intéressent pas au hockey sur glace. Ouais, non, mais oui. Mais attention aux émotions, de pas montrer trop, pas de descendre trop bas. Moi, on m'a quand même dit, et avant de parler détailler le match, on m'a quand même dit, ouais, je pense que Mérin, ils auraient fait un meilleur résultat. Même une équipe de Swiss League hier, contre comment Lausanne a joué dans la qualité, dans l'efficacité offensive, dans la qualité des transitions, dans l'intensité, elle n'aurait pas résisté. Elle aurait pris une déculottée. Alors, une équipe de Liga, c'est pas normal, mais il faut bien que les gens y comprennent que la qualité individuelle des joueurs, dans la vitesse d'exécution, la qualité technique, la qualité physique, la dimension d'expérience, etc., dans le management du puck, aujourd'hui, il n'y a aucune chance d'une équipe d'une division en dessous qui fasse un bon résultat contre une équipe de Liga. Donc là, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Pierre Allard en a parlé avant le match hier, on est la meilleure ligue en Europe, peut-être la deuxième ligue au monde. Et hier, c'était justement surréaliste dans une ligue comme ça. Imaginez un derby en NHL avec un score de 11-0, mais sur un vilain dimanche du mois de novembre où t'as 11 blessés, ok, mais un mardi en début de championnat où les deux équipes ont bien commencé, waouh. Franchement,
enfin voilà, je le redis, mais c'était malaisant pour quelqu'un C'était qui malaise TV. C'était clair. On ouais. sentait d'ailleurs, vous étiez tous assez empruntés Mais sur non, le plateau parce que mais en vous êtes là fait, pour analyser. Il y avait rien à exact, analyser. exact. Et puis en plus, on était là pour analyser. On a mis des gros moyens. Et en fait, on voulait avoir un match avec des confrontations de style, ce qui est le cas des deux équipes. Et là, on a vu et finalement, on y était. On y était. Alors, Et je peux vous dire que j'ai beaucoup entendu dire ouais l'entraîneur, etc. Je vous donne une anecdote très importante. Pour moi, l'un des meilleurs entraîneurs et qui dure, c'est Luca Cereda. Un jour, j'ai joué contre lui en junior elite et ça avait brassé beaucoup durant la semaine chez nous parce qu'on avait eu deux week-ends très compliqués. Et on a joué contre Ambry, qui était une équipe à peu près de notre niveau. Fin du premier tiers, 10-0 pour Lausanne. Et c'est pas le problème du coach. Tout ce qu'on tentait, tout ce qu'on faisait, c'était, et même quand on faisait des choses fausses, une mauvaise passe, contrée par une canne qui allait dans la canne du coéquipier, on marquait comme ça. Donc voilà, à un moment donné, il y a des jours comme ça, mais là c'est du junior elite, c'est des jeunes joueurs encore. Là c'est du pro et de la National League. Et à une période, quand je vois que on remet des résultats dans les années 90, etc. Non, mais là c'est pas le même hockey là. ouais. Dans l'infrastructure technique, tactique, le jeu défensif, etc. Voilà. Ouais. Mais Laurent Perroton, je vous sens presque aussi emprunté qu'hier soir. Mais maintenant, vous avez quand même eu une nuit, je ne sais pas si vous avez fermé l'œil, mais vous avez une nuit, Bah, entre guillemets, de réflexion, une bah alors, matinée de réflexion. pour vous Que s'est-il répondre, réellement passé? Comment voilà, peut-on je vais vous arriver répondre. à ça? Je vais vous répondre. J'ai regardé le match parce que Ah de le bah, voir en live, vous avez du courage. non mais de le voir en live, Bon, c'est spectaculaire. c'est spectaculaire. En plus, là où on était placé, tous les images sublimes, etc. Franchement, en termes d'analyse, vous êtes au-dessus de la patinoire, tout en haut, et franchement, le quadrillage de la surface de glace est juste exceptionnel. Mais ce que je peux vous dire, bah, je vais vous faire tir par tir. Ce que je peux vous dire, c'est euh, l'entame de match pour Lausanne. Ensuite, bah, je vous ai expliqué la suite, l'indiscipline individuelle, et puis surtout, en fait, tout le monde parle de la qualité offensive. Mais en fait, là où Lausanne a été vraiment exceptionnel, c'est le jeu défensif et sur une situation donnée. C'est-à-dire que là où j'ai été impressionné, c'est, je vous donne un exemple, hein, il y a une séquence de 15 secondes, on a la possession du puck du côté de Genève, il y a une mauvaise passe, on la lit déjà et on réagit. C'est-à-dire que après il y a une transversale et ça part, il y a eu des breakaways, il y a eu des situations de 2 contre 1, etc. Là où ils sont très bons aussi, c'est au pressing. Au pressing, ils pressent. D'un coup, tu penses que tu vas pouvoir sortir avec le puck. Il laisse toujours quelqu'un entre ta cage, donc devant Charlin ou Maillère. Et puis la première occasion du match, ça s'est passé comme ça avec Ria. Ensuite, des erreurs individuelles, les turnovers. On a perdu des pucks aux lignes bleues, on a perdu des pucks là où c'est très dangereux dans les poches, dans la zone offensive, notamment Pouliot par exemple. Même en power play, on est à 2 à l'heure et puis là il y a beaucoup d'agressivité. Mais surtout, ce qui a fait la différence, c'est pour moi le jeu défensif de Lausanne et la qualité technique et la vitesse. Et quand je dis la vitesse, c'est pas forcément le patinage, c'est la vitesse dans laquelle on a donné les pucks sur la palette. Donc on a été très précis techniquement et puis la finition. La finition. Je vous donne quand même des stats. Hein. Charlin 72,22, Maillère 60%. Ensuite, on va parler un petit peu des individualités. Grosse surprise au début du match. Absence de Granlund. Donc le premier trio qui marchait très bien, on met Boson. Boson, il finit -5. C'est le plus mauvais plus-minus. Les étrangers en défense, Harry Harvey, -4. Ruta, -4. Enfin voilà, dans un derby comme ça, tes leaders, ils peuvent pas prendre l'eau comme ça. Et surtout, je dis pas, au troisième tiers, de temps en temps, il y avait des checks des deux côtés, ça rendait les coups, mais finalement, c'était fini. Mais quand c'est un peu serré, que tu prends le troisième là, il faut créer quelque chose. Hein. Tu peux pas, en fait, on a l'impression qu'on attendait la fin du match. Mais du côté de Lausanne, on déroulait, et puis dès qu'il y avait une situation favorable, s'il y avait une option de marquer un goal, on le faisait, etc. Et ça a été vraiment, ouais, une correction, vraiment une correction. Et
pour finir, on va parler un petit peu maintenant. On a parlé de certains éléments du côté de Genève. Pour finir avec Genève, les engagements. Maninen, il est à 38%. Pouliot, il est à 38%. Même quand ça va pas et que quand tu te fais dominer, au moins annule tes face-off ou gagne tes face-off pour sortir ses pucks et au moins essayer de pas prendre une branlée. Donc là-dessus, ça a été fou. Après, je voulais parler de Kajula. Il a eu beaucoup d'occasions. Il travaille fort, etc. Et puis là, hier soir, il a été beaucoup plus concluant. Donc ça, c'est une bonne chose pour Lausanne et ça met encore un casse-tête chinois de savoir qui on va sortir du line-up. Mais pour moi, tout le monde parlait d'Oksanen pendant le moment. Kaoun est vraiment le joueur avec le moins de volume de jeu et qui a été placé à l'aile. C'était la ligne des trois centres, là, Jäger, Kaoun avec Fuchs de tête, hein, comme ça. J'essaie de me rappeler un peu du line-up, mais c'était ça. Et du coup, voilà. Mais même un exemple, hein, on sait que Jäger est très fort. Ça va dans la bande. Suter, il s'est fait exploser. Ruta, il a perdu des duels contre Jäger. Ben voilà, même les gros gabarits, même sur l'impact physique, où là on les attendait, ils ont été absents. Donc maintenant, voilà, ça a marqué les esprits. Ça va rester des décennies parce que ce genre de match, on s'en rappellera toute notre vie. Et maintenant, comment ça va réagir? Alors la première chose négative que je vois du côté de Genève, c'est qu'il y a une grosse pression maintenant sur l'entraîneur. Évidemment que le match de jeudi, à mon avis, l'accueil va pas être tendre. Et vous savez comment les gens sont orgueilleux, surtout dans ces confrontations directes. Donc voilà, ça va être. Maintenant, on va voir la réaction de l'équipe. Bon, justement, parce qu'en fait, ouais. Après une cacade pareille, on va appeler ça comme ça, la réaction, elle est obligatoire, ou alors c'est la chute totale. Ce qui veut dire que jeudi, alors déjà, on aurait pu imaginer que le club aujourd'hui déjà réagisse d'une manière ou d'une autre. On ne va sans doute pas prendre cela du côté du club comme étant un accident. Ça veut dire que ça, on pourrait prévoir, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part, peut-être dans le vestiaire justement, et peut-être qu'on peut se dire que les choses sont claires. Si Genève s'incline contre Fribourg demain, Ulrich Trey en premier lieu, et peut-être même d'autres personnes dirigeantes pourraient sauter. Il faut dire les choses comme elles sont. Bah, ça c'est votre vision. Moi, j'ai pas la même en fait, dans le sens où j'ai l'impression que malgré les vents contraires depuis la nomination de Ulrich Trey, on essaye de le laisser travailler parce qu'on est en accord avec ce qu'il met en place. D'accord, le président Belchler, excusez-moi, je vous interromps, le président Belchler a dit hier que c'était le début d'un processus de 3 ans. Exact. Et puis surtout, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Je suis sorti, on a aidé les techniciens à ramener le matériel, etc. Et puis j'ai croisé quelques joueurs que je ne citerai pas. Et moi, j'ai dit, mais les gars, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et tout de suite, la première réaction, ça a été, c'est nous. Ça se passe très bien avec le coaching staff. On est très content de comment ça travaille, etc. Et c'est nous. Donc les gens et tout de suite. Non mais permettez-moi, je vous donne un exemple. Les gens n'ont pas compris hier pourquoi. Alors moi absolument rien contre Ulrich Trey. Bien au contraire, je suis contre le limogeage des joueurs, des entraîneurs qui sont les premiers à payer à la place des joueurs. Mais ils donnent aussi quand même un petit peu le fouet pour se faire battre. Exemple, on attend toujours son temps mort. Il devait le prendre à un certain moment. Il n'a pas pris. Pourquoi? Ça faudrait. Ça c'est pratiquement une erreur tactique. Bah, ça peut être vu comme ça, ou peut-être que il y avait dans la tête des coachs, parce qu'ils sont plusieurs sur le banc. Donc peut-être qu'on n'a pas pris de temps mort parce que on se disait que cette situation-là était une erreur individuelle. Cette situation-là, voilà. Et puis finalement, il y a eu un changement de gardien, un peu tardif aussi. Voilà. Moi aussi, j'étais étonné de pas voir
une réaction, des discussions sur le banc, etc. Après, peut-être que c'est la philosophie aussi de dire on règle ça au tiers. Le match était déjà joué depuis un moment. Moi, voilà, c'est toujours difficile de. Moi, le seul truc que je vois, c'est pas le nom du coach, c'est le coach. Je vous dis un autre exemple. Hein. Zurich joue contre Ajoie et puis il y a la même, c'est pas le même niveau, mais il y a le même score. Moi, je pense au coach. Parce que là, tout le monde te pointe du doigt, mais quand il y a 11 goals avec des erreurs individuelles, exemple, un shooter, il vient en marche arrière, il touche une canne qui était sur la glace avec le puck, du coup, ça amène ce goal en pleine lucarne. Voilà, tout, il y a un shoot là qui est dévié, qui passe au-dessus du bras de Charlin. Enfin, tout était contraire. Maintenant, c'est vrai que là, aujourd'hui, dans l'analyse pure, si vous étiez dirigeant de Genève avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de pression pour que ça change. Mais est-ce que c'est un problème? Ça, c'est eux qui doivent le déterminer. Hein. C'est le rôle d'un dirigeant. Est-ce que c'est un problème entre la communication et la relation entraîné-entraîneur, ou est-ce que c'est une défaillance collective sur un match? Moi, je les ai vus jouer à Berne, par exemple. Je ne comprends pas l'équipe que j'ai vue à Berne et l'équipe que j'ai vue hier soir. Et outre la différence de l'adversaire, la qualité de Lausanne et la qualité de Berne n'est pas la même. Mais ça reste là où c'est plus violent et qu'il y a beaucoup de pression, c'est parce que c'est un derby. Si ça avait été contre Zurich, évidemment qu'il y aurait beaucoup de commentaires, mais moins. Parce que là, il y a beaucoup de moqueries de la part et d'autre, et puis ça fait monter. Là, le pire, c'est que ça tombe dans le contexte d'un derby lémanique. C'est ça. C'est ça. C'est un peu comme à Servette-Sion, quoi. En football, c'est la même chose. En fait, hier soir, tu vois ça, et puis tu rentres chez toi, et c'est vrai que j'ai eu du mal à dormir parce que, en fait, j'étais déçu du spectacle. Pas du spectacle que j'ai vu sur la glace, mais du résultat et de la confrontation et de la non-confrontation justement. Et ce matin, j'ai pris comment dire en pleine face l'intensité de ce résultat. C'est-à-dire que quand tu vas et que tu croises un gars qui fait la glace, quelqu'un qui est prof d'artistique, tout le monde parle de ça. Et d'un côté, c'est très positif et c'est peut-être même trop. Et de l'autre côté, c'est il y a une troisième guerre mondiale. Voilà, voyez, là c'est lié au fait que l'affiche. Donc voilà, mais franchement, ouais, ça fait longtemps que je suis dans le hockey, ça fait 50 ans, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça sur du haut niveau, hein, sur la plus haute division d'un pays, etc. Où j'ai jamais vu ça et je sais pas comment. Je me mets aussi à la place des dirigeants. Je sais pas. Vous êtes président là aujourd'hui, comment vous réagissez? Et là, je tiens à saluer. Donc, ça a été les invités ont été super. Hein. On a eu Denis Vaucher, après on a eu le président de Lausanne, Monsieur Rochat, et puis après on a eu Monsieur Bechler. Mais là, il faut venir. Hein. Il faut venir à la période parler du match. Ouais. Non, mais il faut. C'est leur job aussi. Mais voilà, je suis d'accord. C'était pas facile, mais je pense qu'hier c'était difficile pour tout le monde, même à la limite, voire même pour le joueur lausannois, qui devait quand même se demander ce qui se passait en face. Franchement, moi j'ai apprécié deux choses. C'est d'un coup sur les 10 premières minutes, j'avais peur troisième tiers. Je voyais des coups, des trucs qu'on voit pas forcément sur les replis, des échanges, des fois avec les cannes et tout. Je me suis dit, aïe. Vous avez beaucoup insisté d'ailleurs sur le rôle des arbitres. Ouais, sur le rôle des arbitres. Et finalement, après, dans les 10 dernières minutes, ça s'est calmé et j'ai beaucoup aimé l'attitude des Lausannois sur les goals marqués. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Ward sur. On sait qu'il a beaucoup de classe et sur les powerplay où il a pas forcément mis son powerplay type, etc. Il a fait tourner les effectifs par bloc et ça c'était une bonne chose. Voilà. Le seul truc que je peux vous dire, je suis impatient de voir le prochain Genève-Lausanne. Voir un peu la réaction et voir comment ça se passe. Mais c'est deux belles équipes de hockey. Hier, il y en a une qui était complètement à côté de la plaque et une qui était au-dessus des standards.
Et quand je dis au-dessus des standards, c'est tactiquement ça se met vraiment en place et on l'a dit, hein, on a été critique, mais que le bloc équipe là aujourd'hui on l'a commencé à vraiment le voir, mais au-dessus des standards sur la qualité du jeu sans puck, la vitesse d'exécution dans la pensée et la qualité technique. Quand on les avait vus jouer en Finlande ou en Suède ou contre les Allemands, il y avait beaucoup de déchets. Là hier soir, là c'était puis la vitesse. Et il y a un truc qu'ils font de plus en plus et j'adore. Ça, je voulais y revenir. C'est dans le jeu offensif quand ça rentre. Et notamment lorsque c'est fin de shift et que ça arrive à sortir avec le puck, ça rentre, c'est delay, c'est virage côté bande pour gagner du temps, ça drive au net et toujours celui qui a changé, il vient numéro 4 côté opposé et il y a à chaque fois, c'est hyper difficile à défendre parce qu'en fait vous êtes sur un repli défensif, souvent il y a eu un long shift, vous êtes en train de changer côté opposé au jeu et là eux à ce moment-là ils rentrent et ils viennent côté opposé pour un surnombre et ils le font super bien. Et hier, non seulement ils le faisaient super bien, mais en plus le puck arrivait exactement là où il fallait. Donc voilà, même Fiedler a marqué. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment la porte ouverte. Bon, Laurent, on va tourner la page historique, mais un peu malheureuse également pour Genève de ce match d'hier. Un petit commentaire à apporter peut-être sur les autres équipes romandes. Oui, alors on a après évidemment les deux gros matchs à domicile hein, pour Lausanne, ça a été Fribourg et ils ont mis une casquette. Hein, c'est 16-1 sur les deux matchs. Donc aussi, est-ce qu'il y a encore ce fantastique épopée à domicile avec un Lausanne intraitable? On verra. Mais en tout cas, une chose aussi à dire, c'est que quand ça pousse. Et là, on était vraiment au cœur parce qu'on était vraiment collé au cop. Et quand ça pousse vraiment dans la patinoire, c'est impressionnant. J'ai eu l'occasion de vivre le match 7 à Zurich, en bord de bande à côté du cop. Là, c'était beaucoup plus impressionnant. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que j'imagine que quand vous arrivez sur la glace, ça a un réel impact. Ça a un réel impact. Et puis cette disposition de patinoire ou comment ça a été fait, on se dit ouais, c'est un peu trop en pente par rapport à Fribourg, etc. Mais là hier, c'était vraiment très très bruyant. Donc voilà. Pour revenir sur nos amis fribourgeois, voilà, c'est un excellent résultat. Je pense qu'il y a un peu de regret d'avoir été en prolong. Ils auraient dû remporter les 3 points. Normalement, dans le temps. Au penalty, pardon. Et puis surtout, avec le contingent aligné Dorian Moret, deuxième bloc. Hein. Deuxième bloc. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et Schleninska qui a été hier soir, waouh. Qui a rappelé à tout le monde qu'il sait marquer des goals. Donc voilà, mais c'est quand même un très bon résultat d'aller gagner à Zug. Et enfin un but en supériorité numérique. Voilà. Le premier de la saison. Ça c'est important. Ça c'est important parce qu'après ça se crispe. Et puis après vous commencez à forcer des choses et réfléchir et du coup on dit souvent mouvement du puck, mouvement des joueurs et là il y a les combinaisons qui vont s'ouvrir et c'est en 3 temps, hein. 1, 2, 3 temps, vous faites bouger votre box play 3 fois et ça ouvre les lignes de passe et là enfin c'est une bonne nouvelle donc voilà et puis on a vu quelques rumeurs mais Schmid a été performant hier soir et du coup il se rapproche de Berne semble-t-il. Oui il habite pas loin hein. Donc non mais là je pense que c'est pareil hein, ça fait partie des choses où les directeurs sportifs des clubs romans Jäger, Schmid, des joueurs comme ça on doit gagner les batailles. Absolument. On dit un petit mot sur les 2 premiers points de Bienne. Ouais. Alors le petit mot, j'ai regardé de longs extraits. Le petit mot, c'est finalement c'était mieux, mais l'efficacité offensive. Il y a eu énormément de situations favorables avant de marquer ou de prendre le large. Et c'est là-dessus où on doit beaucoup travailler parce que hier dans la jury c'était mieux. Mais sauf que on se met encore en difficulté avec un adversaire qui reste à portée parce qu'on n'est pas concluant dans la zone de vérité.
Donc ça, c'est un gros travail à faire. Hier soir sur les statistiques au niveau des face-off, c'était un poil mieux. J'avais regardé, ouais, ça c'était à 55%. Donc ça, c'est aussi des choses, je pense qu'on doit beaucoup insister parce que la plupart du temps, on est à 40, 45 et hier, on a été à 55 et ça a permis aussi, lorsqu'on n'a pas été très efficace, d'avoir encore une deuxième chance ou lorsqu'il y a icing, de changer de ligne et d'amener du 109 et de créer des situations favorables pour Bienne. Donc ça fait du bien une bonne victoire et puis contre un concurrent qui pour l'instant a un début de saison très difficile, très étonnant, un peu comme Berne, hein, finalement on attendait mieux du côté de Lugano et c'est bien de prendre des points contre ces adversaires qui commencent pas très bien. On ne va pas insister sur les autres matchs parce que on voit que Ajoie se débat dans les mêmes difficultés. Voilà, donc c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions encore avec Ajoie. On a envie d'y croire encore. Oui, alors moi hier ils font pas un mauvais match, mais ils ont encore des moments dans la constance des matchs où c'est pas possible. Il y a 5 minutes à chaque fois. Puis hier, Stromwald et Moy, voilà, à deux, ils ont tué Ajoie à deux. Ils ont été sur des erreurs individuelles. Je reviens sur Freeman. Il met un beau goal, il vient en deuxième vague, il appelle le puck, mais après il perd un puck très important en zone neutre et puis ça amène le goal de Tyler Moy. Donc ça tue un peu son équipe. Donc c'est là-dessus où il va falloir gommer des choses, quoi. Ouais. Tiens, en parlant d'Ajoie, on sait que c'est la période où les gros clubs essayent de s'attirer déjà des mois à l'avance les meilleurs étrangers et on constate gentiment qu'en ce début de saison, ce sont les équipes de bas de classement maintenant qui se piquent déjà leurs joueurs. C'est le cas d'Arnaud Nussbaumer qui vient de signer pour la saison prochaine au SCL Tigers. En fait, souvent Christian Ponty met en avant le travail de Vauclair. Là, il a perdu un joueur très important et puis surtout dans la période actuelle. Et c'est pour ça que je vous dis depuis longtemps qu'il y a deux choses à changer. C'est le salary cap, parce que là autrement on va arriver à des choses où il y aura deux divisions. Et puis des contrats. Vous avez vu le nombre d'années de contrat pour, par exemple, Nussbaumer. Est-ce que Nussbaumer a fait des saisons exceptionnelles pour obtenir un contrat à si longue durée? Non. Mais est-ce qu'on a assez de bons défenseurs, jeunes défenseurs suisses, pour pas qu'il obtienne ce contrat? Donc voilà. Et là, moi, ce qui me dérange, c'est la période actuelle. Ça va pas bien. Ça commence à être tendu là-bas. Et tu perds ton défenseur que tu t'as développé et que tu espères avoir dans les prochaines années comme un très bon défenseur de la ligue, et il part chez un concurrent. Donc imagine dans le vestiaire l'ambiance générale dans la ville, etc. Et ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de période de transfert et d'annonce. Et ça, c'est un truc qu'on doit absolument travailler du côté des clubs pour éviter ça, éviter aussi, par exemple, si on avait su, s'il y a une période de transfert, je vous donne un exemple, s'il y a une période de transfert bien établie durant, je vous dis une bêtise, hein, mai, juin, etc. pour l'année d'après, même si c'est signé avant, mais on n'a pas le droit de l'annoncer, ça n'a pas le droit de sortir, etc. Par exemple, Boson, il fait ses patins pour les playoffs, il fait plaisir à la SO. D'un coup, fin de l'année, il signe à Genève. C'est annoncé en fin de saison. Il n'y a même pas d'histoire. Sauf que ça a été annoncé avant et donc du coup, pour les gens, il appartient à Genève et il fait ses patins que j'ai trouvé magnifiques par ailleurs. Et puis du coup après il revient et puis après il y a des banderoles et puis après ça voilà, les deux clubs ça s'envoie des banderoles comme hier soir, etc. Et tout ça parce que il y a pas de règles. Un petit mot peut-être encore sur Cloton, mauvaise nouvelle puisque le Divic Weber est out pour 2 à 3 mois. C'est une mauvaise nouvelle pour Cloton ou pour Fribourg? On sait pas vraiment la gravité de la blessure, mais 2 à 3 mois c'est du sérieux. Et puis alors surtout, moi je me rends compte que pour Cloton, même désormais son duo de gardiens, c'est Davide Fadani et Evan Wett. C'est pas le duo. Alors encore une fois, ils sont de qualité, mais c'est pas le duo idéal pour une saison où on veut se battre pour être dans la première moitié du classement. Alors, il y a soit on se dit ok, on travaille fort, on développe et puis on a été capable de le faire avec vraiment du talent avec Pache à Lausanne.
ça précipite un petit peu le développement, mais finalement ça peut être pas mal. Soit qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Ben un gardien étranger. Et est-ce que Cloton a assez de bons joueurs suisses pour se priver d'un joueur suisse dans le champ? Voilà, c'est la question. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est peu importe le club. Weber, il va avoir enfin sa chance dans son club formateur avec un statut. L'équipe nationale s'en rapproche, etc., etc. On attendait une super saison type Charlin avec Langnau, et là on se retrouve avec 2 à 3 mois de blessure. Ah, c'est des fois il y a des gars, ils ont moins de chance que d'autres quand même. Ouais. Et puis par contre, alors à Berne, on est en train de bloquer les joueurs qui plaisent. Ainsi, Merelle et Lindholm m'ont déjà prolongé de façon anticipée pour respectivement 1 année et 2 ans. Ça veut dire qu'à Berne, on joue un peu plus quand même sur la stabilité maintenant. Ouais, sur la stabilité, après, j'ai du mal un peu à comprendre leur campagne de transfert, comment ça fonctionne, etc. Un coup c'est oui, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Voilà, on n'a pas de nouvelles de Romain Lefel. Je trouve que voilà, il faudrait qu'on communique un peu là-dessus pour savoir un peu ce qui se passe, parce que c'est un joueur très important pour Berne, pour l'équipe nationale, pour les Jeux Olympiques, pour les championnats du monde à domicile. Enfin voilà, il a énormément de crédit, le coach Tapola à Berne. Si c'était un autre entraîneur, est-ce qu'il aurait autant de crédit? Il est vraiment, voilà, il est vraiment appuyé par la direction. Et je trouve que les résultats, je suis déçu. Je suis déçu depuis qu'il est arrivé de la qualité du jeu et des résultats bruts, c'est-à-dire en play-off et puis les résultats et les éliminations prématurées. Bon, Laurent, on va en rester là, on va vous libérer. Une soirée, pardon, de hockey qui nous attend encore mais au niveau de la My Hockey League puisqu'il s'agit de la deuxième journée. Et puis Franche-Montagne, on jouera à la maison contre Lille, va essayer de faire du 2-sur-2 et de rester en tête de cette My Hockey League. On va les suivre un peu plus sérieusement cette année, un peu plus franchement, puisque c'est le seul club roman effectivement qui évolue dans notre troisième Ouais. division. Et puis juste pour, ils ont une très bonne équipe. Hein. Ouais. Ils ont une très bonne équipe parce qu'en fait, ils ont bénéficié de retours de joueurs avec Martini, avec les problèmes à Martini. Ils ont bénéficié de joueurs qui n'ont pas été gardés à chaud de fond. Finalement, 1+1+1+1, ça fait des chaises musicales et ça amène un peu plus de profondeur et de la qualité dans les situations et dans les rôles de chaque joueur, avec Gary à la bande. Donc, ils ont une équipe pour faire mieux que d'habitude et sans doute se qualifier directement dans le top 6. Absolument. Et bon, c'est vraiment que le début du championnat, là. Ils sont en tête après une journée de championnat. Oui, là, non, c'est mais... le avirage. Mais voilà. Mais j'enchaîne en disant que je fais la même remarque. Mais là, on a joué 2 journées. Et là, c'est un clin d'œil à la France qui nous écoute également avec la Ligue Magnus. C'est Sergi Pontoise qui est en tête. Ça doit vous faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Je sais pas, vous avez vu le goal d'un jeune défenseur. En fait, il s'appelle Austin. Et son papa est un gars avec qui j'ai fait plusieurs championnats du monde et qui est quelqu'un de très proche. Et en fait, c'est 2 jumeaux. Et 2 jumeaux formés à Cergy. Et il a mis un goal exceptionnel contre Amiens qui amène la victoire. Et du coup, ce que j'aime à Cergy, c'est qu'ils ont commencé à développer. Et finalement, ce qui me fait un peu halluciner, c'est que bon, il y a la nouvelle patinoire, hein, donc ça aide beaucoup. Mais les gens, ils ont l'impression Cergy, Paris, etc. Non, en fait, c'est un peu comme au foot. Il y a les supporters du rugby, il y a les supporters du foot, mais du PSG, de Paris FC. Et puis là, dans le 95, dans le 95, il y a vraiment, c'est vraiment le club phare. Et lorsque vous voyez les réseaux sociaux, les fans qui attendent avec les fumigènes après les matchs, le monde qui est à la patinoire, bon, donc il y a une nouvelle patinoire, donc ça change beaucoup. Hein. Et hier soir, on a vu la qualité et le président de Genève en a parlé. Il est un peu jaloux d'avoir cette patinoire et d'avoir les Vernets à domicile. Donc là, ça change complètement la donne d'un club et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un club où il y a toujours eu de la formation. Moi, j'ai eu une génération exceptionnelle. C'était ma première expérience d'entraîneur professionnel en U17. Et il y a beaucoup de gars qui ont joué en Magnus. Et là, ils sortent un peu des joueurs. Et puis après, avec ce qui s'est passé l'année dernière, vous vous souvenez du décès malheureux du coach finlandais. Donc il y a eu, ça a été un réel traumatisme. Il était très très apprécié. Et finalement, on a réussi à rebondir. Il y a un gars qui a fait un énorme travail, Paradès, qui est à Angers maintenant, mais qui était parti en Angleterre et
qui était le coach du joueur qui est décédé sur la glace, qui a vécu aussi des choses incroyables, mais ils ont perdu ce gars emblématique qui avait restructuré complètement le club. D'un coup, il y a ce Finlandais qui arrive, qui décède, et finalement, il se retrouve premier. Donc, des fois, le karma fait que les gens, ils méritent plus que d'autres, et je suis très heureux de les voir en tête de la Ligue Magnus. Et enfin, on voit que Grenoble paye ses efforts en Champions Hockey League. C'est rare que Grenoble encaisse 6 buts. Ça a été le cas à Angers. Angers qui se profile comme étant un outsider potentiel cette saison, encore une fois. Ouais, bah alors là, il y a des grosses polémiques avec il y a le gardien Pintaric qui a été blessé par un joueur, il y a une suspension qui a été déterminée et le président est monté au créneau avec des images et ça a été sur les réseaux sociaux et tout, ça s'enflamme. On sait qu'on a dans les gros clubs comme ça des présidents un peu emblématiques et voilà, moi je suis ça un peu de loin, mais c'est vrai que quand t'as pas Pintaric, ça change quand même beaucoup de choses dans des grosses confrontations parce que lui, des fois, il arrivait à gagner des matchs à lui tout seul. Bon, merci Laurent. On va vous donner rendez-vous demain pour un nouveau journal du hockey. Demain, nouvelle soirée en National League où il y aura passablement de choses à observer, voir s'il y a des réactions ou non. Du côté des Vernets, là, ouais, Bon, c'est vrai par exemple. Ouais, par exemple. Eh ben, moi pour être complètement honnête, j'ai entraînement avec mon équipe, mais j'ai prévu je devais rentrer à la maison et je vais directement aller voir la fin du match en live parce que j'ai envie de voir un petit peu la réaction et de comprendre ce qui s'est passé. Et en tout cas, c'est là que tu te dis, entraîneur en National League, c'est quand même un travail vraiment particulier. Merci Laurent Perroton, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur nos canaux habituels et on se donne à nouveau rendez-vous pour un nouveau journal du hockey demain 18h. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.